Le propriétaire terrien Valère Dubois avait payé 200 000 € pour un cheval que personne ne parvenait à dompter. Il avait fait venir les meilleurs dresseurs du pays. L'un en était reparti avec une côte cassée, un autre avait fini à l'hôpital. Alors, il lança un défi ouvert. 50 000 € pour quiconque dompterait l'animal. De grands gaillards, des cavaliers expérimentés, des écuyers de rodéo se présentèrent. Mais celle qui fit taire toute la propriété ne fut aucun d'eux. Ce fut une jeune femme de 22 ans, arrivée à pied, sans selle ni éperon, avec un morceau de sucre dans sa poche. À Bellecombe, un petit village perdu au cœur de la campagne française, tout le monde savait qui commandait. Ce n'était pas le maire, ce n'était pas le curé. C'était Valère Dubois, propriétaire de plus de 3000 têtes de bétail, de terres s'étendant à perte de vue et d'un manoir qui ressemblait davantage à une demeure de série télévisée. Valère avait une soixantaine ou une soixantaine bien passée, les cheveux blancs peignés en arrière, des mains épaisses de celui qui avait travaillé, mais qui depuis longtemps ne faisait qu'indiquer et ordonner. Il portait toujours un chapeau, des bottes en cuir véritable et un regard qui faisait baisser la tête à n'importe quel employé avant même qu'il n'ouvre la bouche. Mais ce qui définissait Valère, ce n'était pas l'argent, c'était la façon dont il traitait les gens. Pour lui, le monde était divisé en deux types de personnes, celles qui possèdent et celles qui servent. La moitié du village dépendait de lui d'une manière ou d'une autre. La boucherie achetait son bétail, les ouvriers agricoles travaillaient sur ses terres, et Valère exigeait chaque faveur, par des regards et des mots lancés au bon moment. Défier Valère avait des conséquences. Il ne menaçait jamais de violence. Il coupait le crédit, fermait les accès. Et dans un village où son domaine était le moteur de presque tout, être sur la liste noire de Valère, c'était comme être expulsé sans bouger de place. C'est dans ce contexte qu'apparut Tonnerre, un étalon lusitanien pur sang que Valère avait acheté à une foire aux chevaux à Saumur pour plus de 200 000 €. Sa robe noire comme une nuit sans lune, sa musculature sculpturale, l'allure d'un animal né en sachant qu'il était spécial. Valère fit venir le cheval dans un van climatisé avec un vétérinaire. Et quand la bête descendit sur le domaine, la moitié du village était là pour voir. Il baptisa l'animal Tonnerre et déclara déjà à qui voulait l'entendre que ce cheval serait la plus grande star de la région. Il mettrait Bellecombe sur la carte, gagnerait des expositions, des concours et serait l'étalon reproducteur le plus valorisé du pays. Le problème, c'est que Tonnerre n'était d'accord avec aucun de ses plans. Dès le premier jour, le cheval montra qui il était. Il ne laissait personne s'approcher. Les ouvriers du domaine avaient peur rien que d'entrer dans le corral. Tonnerre mordait, ruait, se cabrait, se jetait contre la clôture en bois avec une telle force que les planches craquaient. Les yeux de l'animal avaient quelque chose qu'aucun des employés ne savait expliquer correctement, mais que tous ressentaient. De la rage. Une rage ancienne de bête qui a déjà été battue, forcée, qui a vu des gens essayer de la briser par la brutalité. Tonnerre ne faisait confiance à aucun être humain et le montrait avec chaque muscle de son corps. Valère n'était pas homme à accepter la défaite. Il engagea le dresseur le plus célèbre de la région, un certain Monsieur Moreau, qui facturait 5 000 € par jour et se vantait de n'avoir jamais échoué. Il entra dans le corral confiant, en moins de 20 secondes. Il était à terre, avec l'épaule déboîtée. Valère en appela un autre, un homme de Limoges, qui tint 30 secondes avant de prendre un coup de sabot qui l'envoya à l'hôpital. Il en appela un autre, et encore un autre. Il fit venir des gens de 3 villes différentes. Aucun ne tint plus d'1 minute. Certains repartaient en boitant, d'autres nécessitaient des soins. Et chaque tentative échouée coûtait de l'argent. Et bien pire, la réputation de Valère, car tout le village suivait l'affaire. Et les commentaires commencèrent. D'abord à voix basse dans la file du marché, à la sortie de la messe, puis plus fort au comptoir du café, dans les cercles de conversation sur la place. Valère a acheté un cheval à 200 000 € qui ne sert à rien. C'est une belle bête, mais il est fou. Il a dépensé une fortune pour un animal qui ne vaut même pas une photo. Les rires étaient discrets, mais ils existaient. Et s'il y avait une chose que Valère ne supportait pas, plus que de perdre de l'argent, plus que d'être contredit, c'était d'être la risée. Cela le brûlait de l'intérieur comme une braise. C'est un de ces soirs-là, après une énième tentative ratée, que Valère prit sa décision. Il était assis seul sur la véranda du manoir, une tasse de café à la main et l'orgueil brûlant dans sa poitrine. Si aucun professionnel n'y parvenait, alors il allait en faire un spectacle. Il montrerait à tout le village que le problème n'était pas le cheval. Le problème était qu'il n'y avait personne à la hauteur. Le lendemain matin, il fit imprimer d'énormes affiches et les fit distribuer dans tout Bellecombe, au coin des rues, devant l'église, au marché, au café.
Le message était simple et direct. Défi ouvert. Qui montera et domptera le cheval tonnerre recevra 50 000 €, argent comptant sur le champ. Samedi, au domaine de Valois. 50 000 €. Dans un village où la plupart des familles vivaient avec moins de 2 SMIC, ce chiffre était presque irréel. La nouvelle courut plus vite que le feu dans une prairie sèche. En 2 jours, on ne parlait plus que de ça. Au café, sur la place, aux entrées des fermes voisines, tout le monde commentait. Des dresseurs d'autres villes envoyaient déjà des messages, disant qu'ils viendraient. Des cavaliers qui se croyaient assez bons se préparaient déjà. Et Valère, au milieu d'un cercle d'hommes au café, buvant son café et savourant l'attention, lâcha la phrase qui scella tout. « J'ai déjà appelé les meilleurs, et aucun n'a réussi. Maintenant je veux voir si dans ce village il y a au moins un homme digne de ce nom. » La phrase courut dans Bellecombe comme le vent avant l'orage, et parvint jusqu'à une petite ferme, si petite qu'elle apparaissait à peine sur la carte, où une jeune femme de 22 ans s'occupait d'une vieille jument, sans race, que n'importe quel éleveur aurait envoyée à l'abattoir depuis longtemps. La jeune femme entendit parler des 50 000 €, du cheval impossible, de la phrase de Valère, et ressentit quelque chose qu'elle ne savait pas expliquer, mais qui fit battre son cœur à tout rompre dans sa poitrine. Seulement, entre elle et ce corral, il y avait un obstacle plus grand que n'importe quel cheval sauvage, son père, et convaincre M. Jean-Luc allait être presque aussi difficile que de dompter Tonnerre. La ferme des Noguiers se trouvait au bout d'un chemin de terre qui se transformait en boue à la première pluie. 3 hectares serrés entre une colline et un ruisseau qui s'asséchait en hiver. Maison en parpaing sans crépi, toit rafistolé, une véranda avec 2 bancs en bois et un vieux pommier devant. À l'avant, un petit corral avec une demi-douzaine de veaux. À l'arrière, une porcherie avec 3 cochons et un potager qu'Isabelle cultivait tous les jours avant le lever du soleil. Jean-Luc avait une 60aine d'années, mais son corps semblait en avoir 80. Des mains épaisses et calleuses, une colonne vertébrale déjà courbée à force de porter des poids. Il marchait lentement, toussait à l'aube d'une toux sèche qu'il dissimulait en faisant semblant de s'éclaircir la gorge. Isabelle l'entendait toutes les nuits et faisait semblant de ne pas l'entendre, car elle savait que si elle demandait, il dirait que ce n'était rien. Son épouse, Madame Lucie, était morte quand Isabelle était encore petite fille, d'une pneumonie qui avait commencé comme une grippe et s'était aggravée parce que le dispensaire était loin et que Jean-Luc n'avait pas d'argent pour le bon remède. Il avait emmené Lucie en charrette jusqu'à la ville, sous la pluie, et quand ils étaient arrivés, il était déjà trop tard. Depuis ce jour, Jean-Luc avait élevé sa fille seul. Il lui avait appris à planter, à s'occuper des animaux, à réparer les clôtures, à ne pas avoir honte des mains sales. Et Isabelle avait appris tout cela. Et une chose de plus que Jean-Luc n'avait jamais enseigné parce qu'il ne savait pas l'enseigner, les chevaux. La passion commença à 7 ans, quand un voisin amena une jument malade à la ferme, demandant à Jean-Luc de la garder pendant son voyage. La jument était maigre, effrayée, tremblait quand quelqu'un s'approchait. Isabelle passa 3 jours assise à l'extérieur du corral, sans entrer, sans rien forcer. Le 4e jour, la jument vint vers elle. Le 5e, elle laissa Isabelle poser sa main sur son cou. Le 6e, elle mangea du maïs dans la paume de sa main. Le voisin revint et n'en crut pas ses yeux. Il dit que cette jument ne laissait personne la toucher depuis des mois. À partir de là, Isabelle ne s'arrêta plus. Elle observait chaque cheval qui passait par la région. Elle apprit à lire le corps de l'animal comme on lit un visage. Elle savait quand un cheval avait peur, quand il testait, quand il demandait confiance. Elle n'utilisait ni cravache, ni éperon, ni cri. Elle utilisait la patience, le silence et le toucher. C'était un don. La jument qu'elle avait maintenant s'appelait Étoile, une jument croisée sans race définie, à la robe délavée, déjà âgée. N'importe quel éleveur l'aurait vendue à l'abattoir depuis longtemps, mais Isabelle traitait Étoile comme un membre de la famille. Elle la brossait tous les jours, lui parlait, et Étoile obéissait à Isabelle comme si elle comprenait chaque mot. Il suffisait d'un toucher sur la crinière, d'un murmure bas, et la jument faisait ce qu'Isabelle voulait, sans rêne, sans rien. Quand la nouvelle du défi de Valère parvint à la ferme, ce fut par la bouche d'Antoine, le jeune homme qui livrait le lait en ville et ramenait les nouvelles. Isabelle était en train de traire quand Antoine arrêta son vélo à la grille et cria « Isabelle, tu savais, Valère offre 50 000 € à qui domptera son cheval fou. Samedi prochain au domaine. Il y aura des gens de partout. » Isabelle ne répondit pas tout de suite. Elle finit de traire, porta le seau à l'intérieur et resta immobile dans la cuisine, regardant par la fenêtre vers le corral, où Étoile paissait tranquillement. 50 000 €. Avec 50 000 €,
Elle rembourserait les dettes de son père, réparerait le toit qui fuyait à 5 endroits, achèterait les médicaments dont Jean-Luc avait besoin et faisait semblant de ne pas avoir besoin. Elle changerait la pompe du puits. Il en resterait pour acheter de la nourriture pour que les veaux passent l'hiver. Mais ce n'était pas seulement l'argent, il y avait autre chose, une certitude tranquille au fond de sa poitrine. Elle savait comment gérer un cheval d'une manière qu'aucun dresseur avec selle et éperon ne savait. Et quand Antoine décrivit Tonnerre, sa rage, les dresseurs tombant l'un après l'autre, Isabelle ne ressentit pas de peur. Elle sentit qu'elle comprenait cet animal sans jamais s'être approchée de lui. Un cheval qui attaque tout le monde n'est pas un mauvais cheval. C'est un cheval qui a trop souffert et qui a décidé qu'il ne laisserait plus jamais personne le contrôler. À l'heure du dîner, riz avec haricots et œufs frits, Isabelle posa l'assiette devant son père et s'assit. Jean-Luc la regarda et comprit. Après 22 ans à élever cette fille seule, il savait quand elle avait quelque chose à dire. « Parle, ma fille. Papa, je veux aller au défi de Valère. Je veux dompter le cheval. » Jean-Luc lâcha sa fourchette. Son visage devint blanc. « Isabelle, pour l'amour de Dieu, ce cheval a déjà cassé la côte d'homme, a déjà envoyé des dresseurs à l'hôpital. Des hommes de 100 kg avec 30 ans d'expérience. Et tu veux entrer dans ce corral? Papa, ces hommes ont essayé de vaincre le cheval par la force. Je ne ferai pas ça. Je vais lui parler. C'est différent. Parler, Isabelle, c'est une bête de 500 kg qui ne laisse personne s'approcher. Étoile non plus ne laissait pas. Tu te souviens? Le voisin disait qu'elle mordait n'importe qui. Et j'avais 7 ans. Jean-Luc ferma les yeux. Il savait que c'était vrai. Il savait que sa fille avait un don qu'il n'avait jamais vraiment compris. Mais le savoir n'ôtait pas la peur. Étoile était une jument faible et vieille. Tonnerre était un étalon de 500 kg qui avait déjà mis 5 hommes au sol. Je ne peux pas te perdre, Isabelle. Tu es tout ce que j'ai. Papa, tu tousses toutes les nuits et tu fais semblant que je n'entends pas. Le toit goutte sur mon lit quand il pleut. Nous devons 3 mois au marché. Je sais que tu vends les cochons pour moins de la moitié du prix parce que tu as besoin d'argent rapidement. Je sais tout ça, et je sais que je peux le faire. Jean-Luc ne répondit pas. Il se leva de table, sortit par la porte arrière et alla s'asseoir sur la véranda. Isabelle lava les assiettes en silence. Elle savait qu'elle devait laisser du temps à son père. Forcer ne servirait à rien. Il était presque minuit quand elle sortit sur la véranda et trouva Jean-Luc au même endroit. Elle s'assit à côté de lui sans rien dire. Ils écoutèrent les grillons et le vent dans les feuilles du pommier. Jusqu'à ce que Jean-Luc parle d'une voix basse et rauque. Ta mère aurait accepté. Isabelle regarda son père. Ses yeux étaient humides. Ta mère disait toujours que tu avais quelque chose de différent, que tu ferais quelque chose qui surprendrait tout le monde. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire, mais je crois qu'elle savait. Isabelle serra la main de son père, la main épaisse, calleuse, qui trembla quand elle la pressa. Si tu y vas, je t'accompagne, mais je ne pourrai pas regarder de près. Je resterai à l'entrée. Si ça tourne mal, je ne supporterai pas de voir. Ça ne tournera pas mal, papa. Jean-Luc ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis sur la véranda jusqu'à l'aube, regardant l'obscurité, priant Lucie, où qu'elle soit, de faire une chose pour lui, protéger leur fille. Le samedi allait arriver, et quand il arriverait, Isabelle ferait face à bien plus qu'à un cheval sauvage. Elle ferait face au regard d'un village entier qui avait déjà décidé qu'elle n'était pas capable. Le samedi se leva chaud avec ce soleil de campagne qui tape déjà fort dès le matin. Isabelle se leva avant 5 heures, comme toujours, mais ce jour-là, elle n'alla ni traire ni s'occuper du potager. Elle prit une douche au seau, enfila le meilleur jean qu'elle avait, le moins usé, ses vieilles bottines et une chemise à carreaux de son père qui était trop grande pour elle. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval, mit un morceau de sucre dans la poche de son pantalon et prit une simple longe de fibres, de celle qu'elle utilisait avec Étoile. Elle n'emporta ni sel, ni éperon, rien d'autre que cela. Jean-Luc attendait sur la véranda, déjà habillé, son chapeau à la main. Ses yeux étaient gonflés de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il ne dit rien. Il fit juste un signe de tête et ils partirent tous deux le long du chemin de terre. Le trajet jusqu'au domaine de Valère durait presque 1 heure à pied. Ils marchèrent en silence presque tout le temps. Quand on put déjà apercevoir le toit du manoir au loin, Jean-Luc s'arrêta et retint le bras de sa fille. « Isabelle, si à un moment tu sens que tu ne peux pas, tu sors. Tu n'as rien à prouver à personne. Je sais, papa. Promis? Promis. » Jean-Luc lui serra la main, la relâcha et dit à voix basse « Je resterai à l'entrée. Je ne peux pas regarder de près. » Isabelle acquiesça, comprit, embrassa son père sur le front et descendit seule vers le domaine. Ce qu'elle trouva en bas ressemblait à une fête de village. Des centaines de personnes éparpillées sur le terrain, des familles entières,
des vieillards sur des chaises de camping, des jeunes adossés à des pick-up, des stands de crêpes, de frites, de saucisses grillées. Quelqu'un avait branché une sono diffusant de la musique folklorique, mais au centre de tout, dans le grand choral que Valère avait fait renforcer, Tonnerre allait et venait, agité, soufflant, frappant le sol de ses sabots. Le cheval savait que quelque chose allait se passer. Valère observait depuis une estrade en bois à côté du choral, assis sur une chaise qui ressemblait plus à un trône, chapeau neuf, chemise en lin. À côté, sur une table recouverte d'un drap vert, les 50 000 € étaient bien visibles. L'argent n'était pas seulement un prix, c'était Valère qui disait « J'en ai tellement que je peux laisser 50 000 € au soleil et ça ne change rien à ma vie. » Devant le choral, une table d'inscription avec un cahier. Il y avait déjà plus de 20 noms, des dresseurs des villes voisines, des cavaliers locaux, des ouvriers de la région. Parmi eux, René Mercier, un cavalier imposant, aux larges épaules, qui se considérait le meilleur cavalier de Bellecombe et tenait à le dire à qui voulait l'entendre. René était adossé à la clôture du choral, mâchant de la paille avec un petit groupe autour de lui. Isabelle traversa la place seule, sentant les regards se coller à elle au fur et à mesure qu'elle avançait. Une jeune femme mince en vêtements simples, marchant parmi tous ces hommes. Quand elle arriva à la table d'inscription et dit qu'elle voulait participer, l'organisateur, un homme ventru à la grosse moustache, leva les yeux de son cahier et la regarda de haut en bas. Il ne dissimula rien. « Participer à quoi, ma fille ?»« Au défi. Je suis venu dompter le cheval. » L'homme resta immobile quelques secondes, comme s'il attendait qu'elle dise que c'était une blague. Quand il comprit que non, il éclata d'un rire sonore et se tourna sur le côté. « Les gars, la fille de Jean-Luc veut dompter Tonnerre. » Le rire se propagea comme le feu dans la paille sèche. D'abord ceux qui étaient proches, puis ceux qui l'entendirent de seconde main, puis ceux qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait, mais riaient, parce que tout le monde riait. René lâcha la paille qu'il mâchait, regarda Isabelle de haut en bas et cracha par terre avant de parler, assez fort pour que toute l'assemblée l'entende. « Rentre chez toi, ma fille. Va traire tes vaches, c'est ce que tu sais faire. Ici, c'est un endroit pour les hommes. » Un autre ouvrier du groupe ajouta « Bientôt, les enfants vont vouloir monter aussi. » Les rires redoublèrent. Isabelle sentit son visage brûler. Ses yeux picotèrent, mais elle serra la mâchoire et ne laissa pas tomber une larme. Pas ici, pas devant eux. Le bruit attira l'attention de Valère sur l'estrade. Il se pencha, demanda quelque chose à l'homme à côté de lui, et quand on lui expliqua que la fille de Jean-Luc Noguier voulait participer au défi, il resta immobile un instant. Puis, il descendit lentement les marches de l'estrade, ajusta son chapeau et s'approcha d'Isabelle. La foule s'écarta. Le silence se fit à mesure qu'il approchait. Valère s'arrêta devant Isabelle, la regarda avec ce regard que tout le monde à Bellecombe connaissait, le regard de celui qui évalue quelque chose et a déjà décidé que ça ne vaut pas le prix. Il croisa les bras et parla lentement, assez fort pour que chaque personne présente entende chaque syllabe. « Écoute-moi bien, ma fille. J'ai fait venir les meilleurs dresseurs de ce pays. Des hommes avec 30 ans d'expérience. Des gens qui facturent 5 000 € par jour. Aucun n'a réussi. Aucun. Et maintenant, toi, une jeune femme qui monte une vieille jument sans race. Penses-tu faire quoi exactement ?» Il fit une pause. Il regarda autour de lui, confirmant que tout le monde était attentif. Il l'était. « Je vais te dire une chose. Et ce n'est pas pour t'offenser, c'est pour te protéger. Tu n'as pas la carrure pour ça. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas l'expérience. Va-t'en, ma fille. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un endroit pour toi. » La foule applaudit. Ils battirent des mains, sifflèrent, comme s'il avait dit la chose la plus sensée du monde. Certains regardèrent Isabelle avec pitié, comme si elle était une enfant qui venait de faire l'idiote. Et Isabelle sentit son corps entier trembler, non pas de peur, mais de rage. Une rage qui montait de son estomac et serrait sa gorge, mais elle respira profondément une fois, 2 fois. Elle regarda Valère droit dans les yeux et parla avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Vous avez promis que le défi était ouvert. Vous n'avez pas mis de condition d'âge, de taille, ni de sexe. Si je me blesse, la responsabilité est la mienne. Mais j'entrerai dans ce choral. » Le sourire de Valère s'éteignit. Ses yeux se plissèrent. Il se pencha vers Isabelle, assez près pour qu'elle sente l'odeur de café sur son haleine, et parla d'un ton qui ressemblait à un conseil, mais qui était une menace. « Quand tu tomberas, et tu tomberas, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Il tourna le dos et remonta sur l'estrade. La foule recommença à parler, à rire, à commenter. Isabelle resta immobile, la longe à la main et le morceau de sucre dans sa poche, entendant les rires comme des gifles, mais ne partit pas.
Elle donna son nom à l'organisateur qui nota en hochant la tête l'air de celui qui note le nom de quelqu'un qui va le regretter. Et elle alla sur le côté du corral, seule, loin de tout le monde, attendre son tour. Car avant d'entrer dans ce corral, Isabelle allait devoir assister à une chose. Elle allait voir un par un les hommes les plus forts et les plus expérimentés de cette région, entrer confiants et en ressortir à terre. Et chaque chute ferait que tout le monde là-bas serait encore plus certain qu'elle n'avait aucune chance. L'organisateur monta sur une caisse à côté du corral avec un vieux mégaphone qui crépitait et annonça les règles simples et directes. Chaque participant avait jusqu'à 5 minutes pour monter et contrôler Tonnerre. S'il parvenait à marcher avec le cheval pendant 2 tours complets dans le corral sans être désarçonné, il empochait les 50 000 €. S'il tombait ou abandonnait, il sortait et laissait la place au suivant, sans deuxième chance, sans réclamation. Le premier à entrer fut un dresseur de Limoges, un homme grand et mince, à la fine moustache, qui vint avec sa propre selle, une longe tressée et un air de celui qui connaissait déjà la fin de l'histoire. Il entra dans le corral, marchant d'un pas ferme, regardant Tonnerre dans les yeux, essayant d'imposer son autorité. Le cheval le laissa s'approcher, le laissa poser la longe, le laissa positionner la selle, et au moment où l'homme mit son poids pour monter, Tonnerre explosa. Il pivota si rapidement que la selle vola sur le côté et le dresseur fut projeté contre la clôture en bois. Il frappa le dos, glissa au sol et resta là sans souffle, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. 2 ouvriers entrèrent en courant pour le traîner dehors, tandis que Tonnerre trottait de l'autre côté du corral, secouant la tête comme s'il chassait une mouche. La foule cria « Ouah !» applaudit. Valère regardait d'en haut sans bouger un muscle de son visage. Isabelle regardait du côté, seule, les bras appuyés sur la clôture. Elle ne regardait pas le spectacle comme les autres. Elle observait le cheval, sa façon de bouger, la position de ses oreilles, le rythme de sa respiration. Et ce qu'elle voyait confirmait tout ce qu'elle avait ressenti quand elle avait entendu l'histoire pour la première fois. Tonnerre n'était pas fou, n'était pas mauvais. C'était un animal terrifié qui avait appris que la seule défense était l'attaque. Chaque homme qui entrait dans ce corral avec une longe serrée et une posture de vainqueur confirmait au cheval que le danger était réel, et il réagissait de la seule manière qu'il connaissait. Le deuxième participant était un cavalier de Normandie, fort, avec des mains qui semblaient faites pour tenir. Il réussit à monter. Il resta environ 15 secondes agrippé à la crinière tandis que Tonnerre ruait et tournait. Mais le cheval se cabra haut, presque à la verticale, et le cavalier glissa en arrière, tombant assis avec une telle force que la poussière s'éleva en nuages. Il repartit en boitant, la main au dos. Le 3e, 4e, 5e, l'un après l'autre, Tonnerre les désarçonnait. Certains tenaient quelques secondes, d'autres ne parvenaient même pas à monter. Un dresseur de Bretagne tenta d'approcher de côté, mais Tonnerre pivota, et l'homme tomba au sol sans comprendre ce qui s'était passé. Il repartit en ayant besoin d'aide pour marcher. À chaque chute, Isabelle observait davantage. Elle voyait comment Tonnerre réagissait au bruit, au mouvement rapide, à la tension dans le corps de celui qui s'approchait. Elle voyait que le cheval devenait plus agité quand on l'encerclait, quand on criait, quand on tentait de l'enfermer dans un coin. Et elle voyait que, dans les quelques secondes, entre une tentative et une autre, quand il restait seul dans le corral, Tonnerre se calmait, baissait la tête, soufflait plus lentement, même détendait ses oreilles. Le problème n'était pas le cheval. Le problème était ce que les gens faisaient quand ils s'approchaient de lui. Après 10 tentatives, l'ambiance du public avait déjà changé. Au début, c'était de l'amusement, des rires, des encouragements. Maintenant, c'était de la tension. Un jeune homme n'ayant pas plus de 25 ans entra bravement et sortit soutenu par 2 ouvriers, sans pouvoir se tenir debout. C'est alors que René Mercier se leva, ajusta son chapeau, cracha par terre et annonça à qui voulait l'entendre. Assez de cette mascarade maintenant, un homme digne de ce nom va entrer dans ce corral. Son petit groupe applaudit, quelques personnes sifflèrent. René entra d'un pas large, la poitrine bombée, regardant Tonnerre, comme celui qui regarde un défi qu'il a déjà gagné avant même de commencer. Isabelle serra les doigts sur la clôture, non pas parce qu'elle soutenait René, mais parce qu'elle savait ce qui allait se passer. René s'approcha trop vite, tenta de jeter la longe autour du cou de Tonnerre d'un mouvement brusque. Le cheval esquiva, pivota et fit une charge de poitrine qui faillit faire tomber René avant même qu'il ne tente de monter. René chancela, retrouva l'équilibre et tenta de nouveau, cette fois en s'agrippant à la crinière des 2 mains et en sautant. Il réussit à monter. La foule cria pendant 3 secondes. René était monté sur Tonnerre. 3 secondes. Tonnerre baissa la tête, bloqua ses pattes avant
et donna un coup de sabot arrière si violent que René fut projeté par-dessus le cou du cheval, fit une roulade en l'air et tomba face contre terre dans la poussière. Le chapeau vola d'un côté, la longe de l'autre. René resta étendu au sol pendant environ 5 secondes, étourdi, jusqu'à ce que les ouvriers entrent pour le sortir de là. Il se releva rouge de honte et de poussière, boitant, sa chemise déchirée à l'épaule. Quand il sortit du corral, il passa près d'Isabelle et, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, il ne put la regarder dans les yeux. Il baissa la tête et continua son chemin. Plus de tentatives, 15, aucune ne réussit. Le corral était déjà marqué d'empreintes, de frottements sur la clôture, de traces de chute sur la terre. L'odeur de sueur et de peur était si forte qu'on la sentait de loin. Tonnerre trottait d'un côté à l'autre, soufflant, son corps couvert d'écume. Chaque tentative le rendait plus alerte, plus agressif, plus fermé. Valère regardait d'en haut avec le visage fermé. L'amusement avait cessé depuis longtemps. Ce n'était plus un spectacle. C'était un message que le cheval donnait à tout le monde. Personne ne me commande. Et à chaque minute qui passait, les 50 000 € sur la table semblaient plus en sécurité. L'organisateur regarda le cahier, il ne manquait qu'un nom. Il prit le mégaphone et annonça d'une voix mêlant fatigue et incrédulité. Dernière participante, Isabelle Noguier. Le bruit de la ferme baissa soudainement. Les conversations s'arrêtèrent, les rires moururent. Un silence étrange remplaça le tumulte, lourd comme le ciel avant l'orage. Tout le monde se tourna pour regarder la jeune femme mince appuyée à la clôture latérale, une simple longe à la main et une chemise à carreaux trop grande pour elle. René, encore couvert de poussière et l'orgueil en lambeaux, lança à voix haute. « Je parie 100 € qu'elle ne tiendra même pas 10 secondes. » Quelques personnes rirent, mais c'était un rire nerveux, mêlé de curiosité, car au fond, après avoir vu 6 hommes tomber au sol, tout le monde voulait voir ce que cette jeune femme allait faire. Isabelle lâcha la clôture, respira profondément, sentit son cœur battre fort dans sa poitrine, mais ses mains étaient fermes. Elle marcha jusqu'à la porte du corral. L'organisateur ouvrit et Isabelle entra. Tonnerre s'arrêta de trotter instantanément. Il tourna la tête dans sa direction, les oreilles dressées, le corps tendu, les yeux sombres fixés sur cette petite silhouette qui venait d'entrer sur son territoire. Et puis Isabelle fit la seule chose qu'aucun des 16 hommes avant elle n'avait faite. Absolument rien. Isabelle s'arrêta à environ 10 mètres de Tonnerre et resta là, debout, respirant. La longe pendait de sa main relâchée, touchant presque le sol, les bras libres le long de son corps, le visage calme, les yeux baissés, regardant le sol un peu devant ses propres pieds. Elle n'avança pas, ne cria pas, n'agita pas la longe, ne fit pas un seul geste qui puisse être interprété comme une menace. Tonnerre se figea. Ses oreilles pivotèrent en avant, puis sur les côtés, comme des antennes, essayant de capter un signal qui ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. Avec les autres, le schéma était toujours le même. L'humain entrait, le corps tendu, l'odeur de peur et d'adrénaline, les mouvements rapides, la longe serrant, la tentative de contrôle. Tonnerre savait lire tout cela et savait réagir, mais cette silhouette immobile au milieu du corral ne suivait aucun schéma, n'avait pas de tension, pas de hâte, pas de peur, et cela troublait l'animal d'une manière qu'aucune force n'avait réussi à faire. La foule resta silencieuse pendant environ 10 secondes. Puis vinrent les commentaires « Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est figée de peur. » René lança à voix haute. « Je l'avais dit, elle est entrée pour rester immobile. Ce n'est même pas une tentative. » Quelqu'un cria « Monte vite, ma fille !» Des rires épars. Mais Isabelle n'entendit rien de tout cela. Le monde extérieur avait disparu. Il n'y avait qu'elle et le cheval, le corral, la poussière, le son de la respiration de Tonnerre. Forte, rapide, méfiante. C'est sur cela qu'Isabelle était concentrée, sur sa respiration, car la respiration raconte tout. Isabelle commença à marcher, non pas en ligne droite, mais en demi-cercle, lentement, gardant la même distance, les yeux toujours baissés. Elle ne le défia pas, elle demanda la permission. Elle montrait son corps de côté, sa posture basse, ses mouvements prévisibles. 1 minute, 2, 3. L'impatience du public grandissait. Les gens bougeaient sur leurs chaises, échangeaient des regards, croisaient les bras. Valère se pencha sur l'estrade, plissant les yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Cela ne ressemblait pas à un défi, ne ressemblait pas à du courage. Cela ressemblait à une jeune femme perdue au milieu d'un corral, ne sachant que faire. Mais alors quelqu'un près de la clôture remarqua une chose et donna un coup de coude à son voisin. Et le voisin donna un coup de coude au suivant, parce que Tonnerre avait cessé de frapper le sol. Ses soufflements diminuaient. Le cheval,
qui avec les autres attaquait dès les premières secondes, était là depuis plus de 3 minutes et n'avait pas avancé une seule fois. Ses oreilles, qui restaient collées en arrière quand quelqu'un entrait, signe d'agressivité, étaient maintenant tournées en avant, vers Isabelle. La confusion remplaça l'impatience. Les gens cessèrent de se plaindre et commencèrent à observer, car il se passait quelque chose là qui ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient vu de toute la journée. Isabelle sentit le changement. La respiration de Tonnerre s'espaça. Son cou, qui était rigide, commença à se détendre. Isabelle fit un pas dans sa direction, petit. Elle attendit. Un autre pas. Elle attendit. Tonnerre tourna la tête vers elle, non pas avec agressivité, mais avec curiosité, avec ce regard d'animal qui essaie de décider s'il peut faire confiance. Ses yeux sombres se fixèrent sur Isabelle et, un instant, ils restèrent tous deux complètement immobiles, connectés par quelque chose que personne ne pouvait voir ou nommer. Isabelle sortit le morceau de sucre de sa poche, tendit la main lentement, paume ouverte. L'odeur sucrée se répandit dans l'air chaud du corral. Tonnerre leva la tête, ses naseaux se dilatèrent. Il sentit l'odeur et fit un pas dans la direction d'Isabelle. La foule retint son souffle. Un autre pas, plus près. Contre la clôture, René croisa les bras et lâcha. 10 secondes. Quelqu'un à côté répondit « 5 ». Isabelle ne bougea pas, la main tendue, ferme, la respiration contrôlée. Tonnerre était à 4 mètres, 3, et puis ça arriva. Tonnerre fit un démarrage brusque et violent, tête basse, sabots frappant la terre, soulevant de la poussière. La foule poussa un cri. Une femme se couvrit la bouche, une autre détourna le visage. Valère se leva de sa chaise. Tout le monde pensa que c'était fini, mais Isabelle ne recula pas, ne courut pas, ne cria pas, ne ferma pas les yeux. Elle resta exactement où elle était, la main tendue, le morceau de sucre dans la paume, les pieds plantés dans la terre comme les racines d'un vieil arbre. Le corps entier tremblant de l'intérieur, le cœur explosant dans sa poitrine, mais à l'extérieur, ferme et immobile. Devant elle, Tonnerre freina à moins d'1 mètre d'elle. Ses sabots glissèrent sur la terre, soulevant de la poussière. Le cheval souffla fort, les naseaux ouverts, la poitrine se soulevant et s'abaissant, ses yeux fixés sur les siens. Et pour la première fois, Isabelle regarda en retour, directement, sans peur. Les deux restèrent là, face à face, séparés par moins d'1 bras de distance. Le silence dans le corral était si lourd qu'on pouvait entendre le vent. Personne ne respirait, personne ne bougeait. 5 secondes, 10, 15. Puis, lentement, si lentement qu'au début personne ne le remarqua, Tonnerre baissa la tête, non pas de force, non pas de défaite, mais avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à du soulagement. Son museau descendit à la hauteur de la main d'Isabelle. Il sentit le sucre, sentit la paume, sentit les doigts. L'air chaud de ses naseaux frappa sa peau. Isabelle sentit les larmes monter, mais elle les retint. Pas encore. Tonnerre prit le morceau de sucre, commença à le mâcher lentement, avec ce son doux de grandes dents broyant le sucre. Pendant qu'il mâchait, Isabelle leva l'autre main et effleura son cou, légèrement, presque sans poids, un toucher qui demandait la permission au lieu de prendre le contrôle. Le cheval frémit. Chaque muscle de son corps se contracta un instant, comme s'il était sur le point d'exploser de nouveau. La foule se figea, mais Tonnerre ne s'éloigna pas. Il resta là, mâchant, sentant ce toucher qui ne faisait pas mal, qui ne tirait pas, qui n'exigeait rien. Isabelle commença à le caresser lentement, sa main montant et descendant sur son cou sombre, sentant la chaleur de son poil, la forte pulsation sous sa peau, et commença à murmurer. Des mots bas, si bas, qu'elle-même ne savait pas si elle parlait ou respirait juste en faisant du bruit. Personne dans l'assistance ne pouvait entendre ce que c'était, mais Tonnerre l'entendait, et à chaque mot, son corps se détendait un peu plus. Tout le domaine était silencieux. Personne ne riait, personne ne criait, personne ne savait exactement ce qu'il ressentait, mais tout le monde ressentait quelque chose. Et ce qui allait suivre allait transformer ce silence en quelque chose que personne n'oublierait de sa vie. Isabelle appuya son front sur le cou de Tonnerre, ferma les yeux, sentit la chaleur de son poil contre la peau de son visage, la forte pulsation sous la surface, l'odeur de sueur et de terre qui émanait du corps de l'animal. Elle resta là, respirant avec lui, lentement, profondément, poitrine contre poil, 2 respirations cherchant le même rythme. Tonnerre ne bougea pas. Ses pattes, qui toute la journée avaient frappé le sol avec rage, étaient calmes. Sa queue, qui fouettait l'air chaque fois que quelqu'un s'approchait, pendait lâche. Le corps entier de l'animal, qui pendant des heures avait été une machine de défense, était immobile. Non pas tendu, non pas prêt à attaquer, immobile pour de bon, comme si pour la première fois ce jour-là,
Peu, être pour la première fois depuis longtemps. Tonnerre avait trouvé une raison de ne pas lutter. Dans l'assistance, personne ne parlait. Ce n'était pas un silence de stupéfaction, ni d'attente. C'était le silence de celui qui voit quelque chose qu'il ne comprend pas, mais sait que c'est important. Une femme serrait la main de son mari sans s'en rendre compte. Un vieil homme enleva ses lunettes et s'essuya les yeux. Même René était silencieux, les bras ballants et la bouche entr'ouverte. Isabelle ouvrit les yeux, leva lentement la tête et se tint à côté de Tonnerre, la main toujours sur son cou. Avec l'autre main, elle prit la longe qui pendait sur son épaule et, d'un mouvement lent, presque au ralenti, la passa autour du cou du cheval, sans serrer, sans tirer. Elle posa juste la longe là, lâche, comme si c'était un toucher de plus et non une attache. Tonnerre sentit le poids de la longe et bougea la tête sur le côté, testant. Isabelle ne réagit pas, ne tira pas, elle attendit. Le cheval secoua la tête une fois, souffla doucement et accepta. Puis vint le moment que personne ne croyait possible. Isabelle se positionna à côté de Tonnerre, la main gauche tenant la crinière, la droite appuyée sur le dos de l'animal. Tout son corps était collé au sien, sentant chaque frisson, chaque contraction musculaire. Elle respira profondément et, d'un mouvement calme et ferme, sans sauter, sans hâte, elle monta. Elle s'assit sur Tonnerre, sans selle, sans éperon, sans étrier, juste elle, les jambes embrassant le corps du cheval, les mains tenant la crinière, le buste légèrement penché en avant. La foule entière retint son souffle en même temps. Des centaines de personnes, l'air figé dans la poitrine, les yeux écarquillés, attendant l'explosion, car c'était ce qui s'était passé toute la journée. Quelqu'un montait, Tonnerre explosait. C'était une question de secondes. Tonnerre sentit le poids, fit 2 pas nerveux sur le côté, secoua la tête, frappa le sol de son sabot. Quelqu'un laissa échapper un cri étouffé. Tonnerre baissa la tête, courba le dos et fit mine de se cabrer. Les muscles de ses pattes arrière se contractèrent. C'était le moment. Isabelle ne serra pas les jambes, ne tira pas sur la crinière, ne paniqua pas, elle fit l'opposé de ce que l'instinct lui dictait. Elle relâcha son corps, détendit ses épaules, abaissa son centre de gravité, inclina son buste et appuya son visage sur la nuque de Tonnerre, et murmura quelque chose. Personne dans l'assistance n'entendit ce que c'était. Peu, être que ce n'était même pas un mot. Peu, être que ce n'était qu'un son, un souffle, une vibration qui passait de la bouche d'Isabelle à l'oreille du cheval, et de là à tout son corps. Mais l'effet fut immédiat. Tonnerre s'arrêta, ses pattes arrière se détendirent, son dos retrouva sa position normale, le mouvement de cabré mourut avant de commencer. Le cheval souffla une dernière fois, longuement, fortement, comme s'il libérait tout ce qu'il avait retenu toute la journée, toutes les tentatives, toute l'agressivité, toute la peur. Et il commença à marcher lentement, un pas, un autre, précautionneusement, comme s'il testait ce que signifiait avoir quelqu'un sur lui sans que cela fasse mal. Isabelle accompagnait chaque mouvement de son corps, sans forcer de direction, sans rien tirer, se contentant d'équilibrer son poids, ajustant avec la légère pression de ses jambes, indiquant le chemin avec le toucher presque invisible de ses mains sur la crinière. Un tour, dans le corral. Tonnerre marcha le long de la clôture, passant devant l'assemblée, qui regardait les yeux humides et la bouche ouverte. Chaque pas était plus sûr que le précédent. La tête du cheval s'abaissa, son cou se détendit, son trot devint plus léger. 2 tours. Au deuxième passage devant l'estrade de Valère, Tonnerre marchait déjà d'un trot doux, presque élégant, comme s'il montrait à tout le monde ce qu'il pouvait être quand quelqu'un le traitait avec respect au lieu de force. Le silence dura encore quelques secondes après qu'Isabelle eut terminé le 2e tour et arrêté Tonnerre au centre du corral. Il suffit d'un toucher de la main sur la crinière et d'une légère pression des talons. Le cheval s'arrêta, calme, obéissant, docile. Alors, une femme dans l'assemblée commença à pleurer. Non pas à pleurer doucement, cachée, mais à pleurer à chaudes larmes, fort, les 2 mains sur le visage, comme si tout ce qu'elle avait retenu tout l'après-midi, la tension, la peur, l'émotion de voir cette jeune femme faire l'impossible, avait éclaté d'un coup, et elle commença à applaudir en même temps. Des applaudissements mouillés de larmes. Une autre personne se joignit, et une autre. En quelques secondes, tout le domaine était debout. Des centaines de personnes criant, applaudissant, pleurant, s'embrassant. Des hommes qui s'étaient moqués d'elle applaudissaient les yeux rouges. Des femmes qui avaient détourné le visage au moment de la charge ne pouvaient plus s'arrêter de regarder. Et à l'entrée du domaine, loin de tout, M. Jean-Luc entendit. Au début, il crut que c'était des huées, que ça avait mal tourné, que sa fille était tombée.
Son cœur se serra d'une manière qu'il crut qu'il allait tomber là même. Mais alors il réalisa que ce bruit n'était pas désuet. C'étaient des applaudissements énormes, croissants, qui ne s'arrêtaient pas. Jean-Luc commença à marcher, puis à presser le pas, puis à courir avec les jambes chancelantes. Quand il fut assez proche pour voir le choral, il vit Isabelle monter sur Tonnerre, le cheval immobile, calme, sa fille. La jeune femme qu'il avait élevée seule, montée sur l'animal qu'aucun homme de cette région n'avait réussi à dompter. Les jambes de Jean-Luc cédèrent, non pas de fatigue, mais de tout. Il tomba à genoux sur la terre, couvrit son visage de ses mains et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis le jour où il avait perdu Lucie. Il pleura de soulagement, de fierté, de nostalgie de la femme, qui avait dit que cette jeune femme allait surprendre le monde. Isabelle descendit, caressa le cou de Tonnerre une dernière fois et se dirigea vers la sortie du choral. La foule s'ouvrit. Les gens s'écartaient comme si elle était quelqu'un qu'ils venaient de rencontrer pour la première fois, bien qu'ils la connaissent depuis l'enfance. Et sur l'estrade, Valère était debout, le fauteuil trône derrière lui, vide, son chapeau à la main, serré contre sa poitrine. La pose de maître du monde avait disparu. Il regardait cette jeune femme sortir du choral, et son visage avait une expression que personne à Bellecombe n'avait jamais vue sur l'homme le plus riche du village. L'expression de celui qui sait qu'il a commis une erreur et ce qu'il allait faire ensuite, personne ne s'y attendait. Valère descendit lentement les marches de l'estrade. La foule s'ouvrit et le silence retomba. Non pas le silence de tension, mais un silence d'attente. Isabelle était immobile à la sortie du choral, la longe sur l'épaule et de la poussière sur ses vêtements. Quand elle vit Valère s'approcher, elle se redressa. Cet homme avait dit devant des centaines de personnes qu'elle n'avait pas la carrure, qu'elle devrait partir, et maintenant il s'avançait vers elle, son chapeau serré contre sa poitrine. Valère s'arrêta devant Isabelle. Les deux se regardèrent, lui propriétaire de tout jusqu'à l'horizon. Elle propriétaire d'une vieille jument et d'un lopin de terre qui suffisait à peine pour survivre. Et là, à ce moment, la stature des deux s'inversa. Valère éleva la voix, il ne cria pas, il n'en avait pas besoin. Le silence était si complet qu'un murmure aurait atteint la dernière rangée. Mais il parla fort quand même, car il voulait que chaque personne présente entende chaque mot. Je dois des excuses à cette jeune femme. Le domaine resta immobile. Ce matin, quand elle est arrivée ici et a dit qu'elle allait entrer dans ce choral, j'ai ri, pas seul. J'ai ri avec tout le monde. J'ai dit que ce n'était pas un endroit pour elle. J'ai dit qu'elle n'avait pas la carrure. J'ai dit qu'elle tomberait, et j'avais tort. Sa voix faiblit un instant. Il déglutit difficilement, serra son chapeau plus fort et continua. J'ai fait venir les meilleurs dresseurs que l'argent pouvait payer. Des hommes avec 30 ans d'expérience. Chacun d'eux est entré dans ce choral en essayant de vaincre le cheval par la force, et chacun est tombé. Il regarda Isabelle, la regarda dans les yeux pour de vrai, comme il ne l'avait pas fait de toute la journée. Cette jeune femme a été la seule à ne pas chercher à vaincre, la seule à chercher à comprendre, et la seule à réussir. Il fit une longue pause. Aujourd'hui, j'ai découvert que je n'étais pas le maître du cheval. J'étais le maître de mon orgueil, et mon orgueil ne vaut rien. Un murmure parcourut l'assemblée. Quelqu'un commença à applaudir, mais Valère leva la main, demandant le silence. Il n'avait pas terminé. Il marcha jusqu'à la table où se trouvaient les liasses de billets, prit les 50 000 € des deux mains et revint vers Isabelle. Il tendit l'argent dans sa direction. « Ceci est à vous, comme promis, devant tout le monde, comme promis. » Isabelle regarda l'argent. Ses mains tremblèrent en prenant les liasses. 50 000 €. Le poids de cela dans ses mains était bien plus que du papier. C'était le toit qui ne fuirait plus. C'était les médicaments de son père. C'était les dettes remboursées. C'était la preuve qu'elle n'était pas folle d'être venue. Mais Valère n'avait pas encore terminé. « Je veux faire une proposition ici, maintenant devant tout le monde, pour que personne ne dise que je suis revenu sur ma parole plus tard. » Il regarda Isabelle et parla fermement. « Je veux que vous soyez la responsable de tous les chevaux de mon domaine. Salaire fixe, contrat en CDI, chaque mois sur votre compte. Vous comprenez les chevaux mieux que quiconque que j'ai jamais connu, et je ne suis pas assez stupide pour laisser cela s'échapper. » La foule commença à murmurer plus fort. Valère se retourna et chercha quelqu'un du regard. Il trouva Jean-Luc, qui était à quelques mètres derrière Isabelle, le visage encore humide et les jambes tremblantes. « Monsieur Noguier, vous aussi, si vous le souhaitez, il y a du travail ici, et un logement pour être près d'un médecin quand vous en aurez besoin, au lieu de faire semblant que tout va bien. » Jean-Luc ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il hocha simplement la tête lentement, les yeux débordants. Puis Valère se tourna vers la foule, chercha un visage spécifique et le trouva. René était au milieu des gens,
sa chemise déchirée, de la poussière sur son pantalon et le regard au sol. « René, regarde-moi !» René leva la tête, rouge. « Tu as dit à cette jeune femme de rentrer chez elle, traire ses vaches. Tu as dit qu'ici c'était un endroit pour les hommes. Alors dis-moi une chose, combien de tours as-tu fait dans ce corral, monté sur Tonnerre ?» René ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Valère regarda le reste de la foule. « Et cela vaut pour tous ceux qui ont ri aujourd'hui, moi y compris, surtout moi. » Il fit une pause. Sous-estimer une personne par son apparence en dit bien plus sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. J'ai appris cela aujourd'hui, et j'ai 72 ans. Il n'est jamais trop tard pour avoir honte de soi-même. L'assistance explosa en applaudissements différents des précédents. Ce n'étaient pas des applaudissements pour un spectacle, c'étaient des applaudissements de respect. Les gens applaudissaient les yeux embués, acquiesçant de la tête, ravalant le nœud dans leur gorge. Isabelle sentit son père arriver par derrière. Jean-Luc l'étreignit des 2 bras, serré, tremblant, sans pouvoir rien dire. Ce n'était pas nécessaire. Isabelle appuya sa tête sur la poitrine de son père et ferma les yeux. Elle sentit l'odeur de terre et de café que Jean-Luc avait toujours, et pendant une seconde, juste une seconde, elle sentit comme si sa mère était également là. Dans les semaines qui suivirent, la vie des Noguier changea d'une manière qu'Isabelle n'aurait jamais cru voir. Avec les 50 000 €, elle remboursa les 3 dettes de son père au marché, répara le toit de la ferme, changea la pompe du puits et emmena Jean-Luc chez le médecin. Les examens qu'il reportait depuis des années furent faits. Rien de grave. Mais il avait besoin de médicaments quotidiens et d'un suivi. Avec le salaire du domaine, Isabelle s'assura que rien ne manquerait plus jamais. Tonnerre devint le cheval le plus loyal de la propriété. Il obéissait aux ordres des ouvriers quand il le fallait, mais ne retrouvait pleinement son calme qu'avec une seule personne. Quand Isabelle arrivait le matin et ouvrait la porte du pré, Tonnerre trottait vers elle avant tout autre cheval. Les ouvriers cessèrent d'essayer de comprendre, ils acceptèrent simplement. Étoile reçut une place dans le pré du domaine avec de l'ombre agréable et de l'herbe fraîche. Elle vécut ces dernières années dans le confort qu'elle méritait. Isabelle lui rendait visite tous les jours et lui parlait comme elle l'avait toujours fait. Valère ne changea pas du jour au lendemain. Les gens avec 70 ans d'orgueil ne deviennent pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Mais ce samedi avait laissé une marque profonde en lui, du genre qui brûle, du genre qui fait qu'un homme s'allonge la nuit et ne peut dormir parce qu'il entend sa propre voix dire « Ce n'est pas un endroit pour toi » à une jeune femme qui venait de faire ce qu'aucun homme n'avait réussi. Il commença à saluer les gens dans la rue, commença à dire bonjour aux employés, commença à demander comment allaient leurs enfants, s'ils avaient besoin de quelque chose. Quand quelqu'un lui demandait ce qui lui était arrivé, il répondait simplement « Une jeune femme m'a appris une chose que 70 ans de vie ne m'avaient pas enseignée. » Et à Bellecombe, l'histoire d'Isabelle ne parut pas dans les journaux, ne passa pas à la télévision, mais tout le monde la connaît. Et chaque fois que quelqu'un doute d'une personne parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle semble trop petite pour un défi trop grand, quelqu'un se souvient de ce samedi ensoleillé et poussiéreux. Il voulait vaincre le cheval. Elle a voulu comprendre.